France Maghreb 2. LGF, merci d'être avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Nous sommes jeudi, ravis de vous retrouver. Nous sommes le 5 mars et j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va bien, nous, avec Céline Bory qui est avec moi. Bonjour Céline. Bonjour à tous, ça va, on est là. Impeccable, ravi de te retrouver ma chère Céline. Toujours un plaisir. Anna qui sera de la partie aussi, elle est déjà arrivée, on attend son invité. Bonjour Anna, ça va ? Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs. Alors tu nous disais un petit truc en antenne qui est très intéressant, on parle beaucoup évidemment du coronavirus en ce moment. Absolument. Et a priori il y a un roman ou un livre qui avait prédit ce virus. Oui, par une étrange coïncidence, un roman de fiction de 1981, The Eyes of Darkness, de Dean Koontz, prédit une épidémie de type de coronavirus et son origine. Le livre raconte comment le virus appelé Wuhan 400, j'espère que je prononce bien le nom de la ville, a été développé dans des laboratoires militaires autour de la ville chinoise de Wuhan, d'où il tire son nom. Les informations top secrètes du programme d'armes biologiques sont ensuite acquises par les services de renseignement américains, auprès d'un transfuse chinois. L'armée américaine réussit finalement à créer un vaccin que les Chinois n'ont pas pu mettre au point. The Eyes of Darkness est un roman à suspense de l'écrivain américain Dean Koontz, sorti en 1981. Le livre met en scène une mère qui se lance dans une quête pour savoir si son fils est vraiment mort il y a un an ou s'il est toujours en vie. Incroyable. Oui. Incroyable. Et vous avez vu les photos de la Kaaba qui est complètement vide. On vous a mis une vidéo d'ailleurs, des images sur les réseaux du LGF, Christophe Le Grand Forum. Allez voir la Kaaba complètement vide. Au moins à l'occasion, on peut faire vite le tour tranquille, sans être embrouillé. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, Il faut absolument. d'abord que les autorités nous laissent rentrer. Ah oui, Donc, c'est vrai. Au milieu de toute cette vrai. psychose. Oui, absolument. Allez, voici le sommaire de cette émission, une émission très riche aujourd'hui. Grosse émission aujourd'hui sur France Maghreb 2 jusqu'à 16h avec au programme pour les élections municipales 2020. Invité aujourd'hui Patrick Chemovic, candidat à Colombes. Aïcha Hadari, fondatrice de l'association Peace and Trip, une association apolitique qui a pour objectif de développer un tourisme solidaire arabe en Palestine. Franco-tunisienne, elle a décidé de quitter Paris pour aller vivre en Palestine. Ne ratez pas son histoire incroyable dans les rendez-vous d'Anna à 17h tout à l'heure, à ne pas louper. Invité dans quelques instants, le roi du JT. Il a enflammé la télé et Internet. Il s'appelle Derka. Il sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. À la une, aujourd'hui, César de Polanski. Soutenez-vous ces femmes qui ont quitté la salle à l'annonce de la nomination du réalisateur? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, en nous appelant au 01 40 33 9000. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Céline Bory et Anna Guézard-Boicaz qui arrive avec son invité tout à l'heure. Ah, vous allez voir, c'est une sacrée histoire qu'elle va nous raconter et qui nous fera bien plaisir, bien sûr. On sera du côté de Colombes aujourd'hui pour les municipales avec Patrick Amovic qui sera avec nous tout à l'heure. Il défend les couleurs de Europe Écologie Les Verts. Beaucoup d'écolos en ce moment, c'est incroyable. Beaucoup d'écolos, effectivement. Je trouve ça louche quand même. Bon, on vous pose la question suivante, évidemment, en rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est vrai qu'on n'est pas trop dans le présent, mais quand même, c'est important d'en parler. C'est une polémique qui dure et qui enfle d'ailleurs parce qu'il y a un parallèle qui est fait avec l'Ajli et un parallèle qui est vraiment nauséabonde entre effectivement Polanski qui a été condamné, dont évidemment les accusations de viol sur mineurs, rappelons-le, qui pèse, et l'Ajli qui a été condamné pour tout à fait autre chose. Donc du coup, ma chère Céline, se pose la question de savoir est-ce qu'on peut comparer les deux d'abord, c'est ignoble. Et mon avis tranché portera là-dessus, effectivement. Voilà, et on aura d'ailleurs l'intitulé donc dans un instant. En tout cas, vos avis nous intéressent à propos de ces femmes qui, durant la cérémonie, dès lors que le réalisateur Polanski a été primé comme meilleur réalisateur, eh bien il y a eu un certain malaise au cours de la cérémonie des Césars, puisque des femmes ont quitté, notamment Adèle Haenel, ouais, c'est ça. Elle s'en est d'ailleurs expliquée dans la presse ce pourquoi elle a quitté donc la cérémonie. Florence Foresti, la présentatrice qui a pas manqué d'humour un peu glaçant tout au long de la soirée.
Et voilà, plusieurs femmes qui ont décidé de quitter la salle. Est-ce qu'elles ont eu raison? Est-ce que vous les soutenez? C'est la question que l'on vous pose. Et a priori, la réponse est oui. 79% sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 pour voter, pour nous appeler 01 40 33 9000. Céline, ont-elles eu raison ces femmes? Pour moi, oui, ces femmes ont eu raison et je ne peux pas entendre l'argument qui dit qu'il faut distinguer l'œuvre de l'auteur. Pour une simple et bonne raison que il ne s'agirait pas d'un artiste, il ne s'agirait pas d'une personne appartenant à l'élite. On ne trouverait pas d'excuses à des faits de pédophilie. Ce sont des faits graves. On n'est pas sur des soupçons. On est sur des faits avérés. On parle. Il y a prescription, hein. Non, dans une affaire de pédophilie, il n'y a pas prescription. Non, mais je veux dire, dans la justice. Justice. Oui. Oui, non, mais on est d'accord, sauf que on a, de la même manière que l'affaire Matzneff, qui a remué récemment Paris. Ouais. Je suis désolée, on est sur un viol d'enfant, on est sur des actes pédophiles, on n'est pas sur des suspicions, on est sur des faits avérés. Ouais. Il n'y a pas à polémiquer sur le fait que ce soit un bon artiste, un bon réalisateur, un bon écrivain ou quoi que ce soit. On doit séparer l'homme de l'artiste parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de nous répéter. On ne doit pas récompenser quelqu'un coupable d'un tel délit. Moi, tu vois, je suis pas forcément à fond dans le cinéma, mais j'aime beaucoup R. Kelly, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, en musicalement parlant. Oui. Aujourd'hui, je viendrai pas réclamer à ce qu'il soit récompensé pour son œuvre musicale. Oui, par rapport à ses soupçons de... Par rapport au fait de pédophilie dont il est accusé. Oui, alors 01 40 33 9000 pour savoir ce que vous en pensez. On va être avec Mérez apparemment qui ont participé à une opération de blocage dans un cinéma, c'est ça Mérez? Oui, salut à tous, salut Céline. Salut Mérez. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je voulais rappeler que quand on a fait passer Polanski chez nous à Ivry-sur-Seine, ouais. Donc c'est un cinéma municipal. Alors ce qu'on a fait avec un groupe de féministes, on a bloqué l'entrée en demandant que le film au début soit retiré. D'accord. Donc ce qui a été fait, nous avons eu la municipalité qui est sur place, Céline était sur place, avait filmé tout ça. Tout à fait, je confirme. Voilà, et donc les maires adjoints, plusieurs maires adjoints sont venus sur place et ont décidé de bloquer pour la soirée donc le film. Le lendemain, la mairie a pris, on va dire entre parenthèses, la décision de bloquer le film, de ne pas le laisser passer sur le cinéma Le Luxi, donc qui est un cinéma municipal, malgré à l'encontre du directeur du cinéma. Et derrière, on nous a dit que c'était de la censure et que la censure, c'était pas correct, quoi. Donc nous, on nous sort, comme tu dis, séparer l'artiste de l'homme. Ouais. Moi, je sais pas comment on fait pour séparer l'artiste de l'homme. C'est la même personne. C'est la même personne, oui, selon voilà. toi. Absolument. Pour Polanski, faut séparer, mais pas pour Ladji. Donc moi, je voudrais bien qu'on m'explique. Si dans tout ça, il n'y a pas de la discrimination un petit peu. Je pense peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est de la discrimination. Donc, oui, vas-y Céline. Pardon, parce que j'étais présente ce soir-là aussi. Il faut peut-être aussi relever les accusations auxquelles les personnes qui ont été venues s'opposer à la diffusion et à la projection du film de Polanski à Ivry, ces personnes dont Mérez se sont faites. Comme il y a des personnes qui sont à l'intérieur qui soutenaient BDS, on les a traités d'antisémites, que le film on l'a bloqué parce que c'était l'histoire de Dreyfus. Et donc on nous a un petit peu attaqué en faisant sur les réseaux sociaux, un texte qui a été signé par une quarantaine de personnes, soi-disant des artistes, des comédiens, tout ça, pour dénoncer que c'était la censure. Mais derrière tout ça, ils pensaient plus que c'était de l'antisémitisme, quoi. Donc, en tout cas, bravo Mérez pour l'action et merci de nous en l'avoir évoqué ici en direct. Je voulais juste dire une chose. Ouais. Si dans toutes les villes, tout le monde se mobilisait en bloquant et en n'allant pas voir les films, là on gagnera peut-être. Bon. Voilà. Eh ben merci mon Mérez, à bientôt. Voilà, au revoir. Salut. Allez, Salut. Merci d'être avec nous. Il est là. Derka, il est avec nous les amis. Comment ça va Derka? Bah ça va bien, merci pour l'invitation. Pourquoi il y a plus de JT agité? Bah ouais. La question que je reçois 10, 15, 20 fois par jour sur ma page. Pourquoi la réponse officielle ou officieuse? Ah non, on aime bien l'officiel nous ici. Bah l'aventure du JT agité, je vais te faire un petit peu le contexte. Ça a commencé sur internet, donc en fin 2009. Ouais. J'ai fait ça 6 mois sur YouTube et en septembre 2010 ça s'est retrouvé sur W9. Ouais. On a fait 2 belles années dans le groupe M6 et après on a continué l'aventure sur Énorme TV dans le groupe LCTVI. D'accord. Et
pour répondre de but en blanc à ta question, je ne sais pas. Je sais pas, d'accord. Mais pourtant, il y a, je pense on va dire que c'est en sommeil, non ? C'est en sommeil. Ouais, franchement, je serais super chaud pour reprendre ce programme-là si on me sollicite ou si j'ai les contacts pour. On me parle beaucoup de Cyril Hanouna et de TPMP ou quoi. Je te branche avec lui. Je te branche avec lui si tu veux. Pas de problème. Je le connais, c'est mon pote. Ah, c'est ton poteau. Ouais, ça y est, on s'est vu depuis 2 fois. Ça y est, on peut plus se séparer. Non, mais avec plaisir. En tout cas, moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Alors comment ça se passe, Derka ? En fait, tu suis l'actualité. T'es quelqu'un qui t'intéresse à l'actualité. Exactement. Et tu la mets en rythme, en musique, quoi. Je la mets en musique. J'essaie de trouver des punchlines. J'essaie de donner mon avis. Et puis après, s'il y a un petit sourire à la fin de la mesure, c'est cool. Pourtant, l'actualité, c'est pas ce qui manque. En ce moment, avec le coronavirus, t'aurais de quoi faire là. Franchement, il y a toujours de l'actualité. En fait, le concept du JT agité, franchement, c'est inépuisable. Ouais. En fait, t'auras toujours des tubes et t'auras toujours de l'actualité. C'est ça. Ouais. Donc après, il faut savoir le faire. Puisque tu parles de Bouteflika dans le titre qu'on vient d'écouter, depuis un an, il y a de quoi commenter aussi sur ce qui se passe en Algérie. Ben, sur ce qui se passe en Algérie, étant algérien moi-même, oui, voilà. ça me touche. En même temps, il y a toujours beaucoup de rumeurs, de on-dit par rapport à tout ce qui se passe au bled. En tout cas, ils ont vraiment donné un exemple sur la scène internationale. De peuple qui sait manifester, ouais, et qui sait se regrouper pour la bonne cause. Ouais. Après, ce qui se passe aujourd'hui, si ça avance pas, franchement, je saurais pas te dire exactement. Bon, alors qu'est-ce qui se passe sinon à part ça, Derka ? Le titre là qu'on va écouter, Ma moitié. D'ailleurs, j'ai cru reconnaître quelqu'un dans le clip, c'est même sûr d'ailleurs. Samia Rosman. Samia Rosman qui est devenue une amie. Ouais. Qui a quand je lui ai fait écouter ce morceau-là, je ne voyais personne d'autre qu'elle pour jouer le rôle de ma femme dans ce clip-là. Ah ouais, d'accord, ok, tu t'es bien placé. T'as vu que son mari, attention, hein. Ouais, non, t'inquiète, je l'ai appelé avant et tout. J'ai dit, t'as mis les choses au clair parce qu'il est un peu jaloux, hein. Il est un peu jaloux quand même. Et il paraît que le clip a été tourné à Djerba, c'est vrai ? Il a été tourné à Tunis, à Carthage, à Sidi Bou Saïd. Donc ça a été vraiment dans la banlieue tunisienne et on a essayé de faire un petit peu de repérage et on a enquillé sur. Lequel le meilleur couscous, alors tunisien ou algérien ? Franchement, j'ai découvert le couscous au poulpe. Ah ouais ? Et voilà, c'est pas mal. Couscous de poisson. Ouais. Quand tu l'entends comme ça, tu dis ouais, mais franchement, c'est lourd. Ouais. Après, t'as vu, quand tu leur dis pas épicé, ils mettent des épices quand même. Tu sais, c'est quand même piment. La harissa. Ouais, voilà. Ouais. En tout cas, voilà. Donc le titre, c'est Ma moitié. Hein, ça sort maintenant. Et sinon, à part ça, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des trucs en préparation, Derka ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Ben franchement, tu m'as parlé du JT agité. Ça me tiendrait bien remettre, ça me tiendrait vraiment à cœur de relancer ce programme. Surtout que en toute humilité, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris en fait. Comme toi, la question que t'as posée tout à l'heure, ils n'ont pas compris pourquoi ça s'est arrêté. Parce qu'il y avait de l'audimat, ça fonctionnait bien et tout. Bon, après, les règles de la télé, enfin, je vais pas te les apprendre. Hein. Ouais. Céline, tu connaissais un peu le concept ou pas ? Alors, franchement, dis-le franchement. Non, je te dis très franchement, j'ai déjà vu tes vidéos. D'accord. Voilà. Mais moi, quand tu m'as dit, pour être très franche avec toi, Christophe, quand tu m'as dit qu'il y avait un rappeur qui venait, j'avais pas capté parce que c'est plutôt de la parodie en fait. Enfin, pas de la parodie, mais le concept, il est un peu. D'ailleurs, est-ce que tu te qualifies comme rappeur ou pas, Derka ? Franchement, je saurais pas me qualifier. Ouais. Je te dis honnêtement, je joue la comédie, je rappe, je chante, je fais un travail de journaliste. Donc je saurais pas me qualifier en fait. Ouais. On est en France, vous aimez les étiquettes, taille. Oui, voilà, bah oui. Mais on peut pas te mettre dans une case. Ouais, voilà. Quelqu'un comme Max Boublil qui a sorti des albums et qui a fait des one man shows, tu vas le mettre dans quelle case ? Non, tout à fait. Enfin, il y a. Voilà. Est-ce qu'il y a un album en préparation, Derka ? Parce que là, avec le titre Ma moitié, là, voilà, tu vois mes petits yeux là. Ouais. En ce moment, ça sent les nuits en studio, ça. Voilà. Ouais. En ce moment, on essaye de faire quelque chose, de créer quelque chose de sympa. Ça commence par Ma moitié, et on va regarder l'engouement et tout. Mais après, tu la prends entière. C'est ça. Après la moitié, c'est entière. Et généralement, je prends tout entier, moi. Ah ouais, c'est clair, avec du bon zétone. Tout ce qu'il faut pour bien aller en tout cas. Si tu cherches un featuring, je te présente Céline, éventuellement. Elle fait du rap à son occasion. Elle fait du rap et tout. Non, mais j'apprends plein de trucs aujourd'hui, tu vois. Tout à l'heure, il a dit que j'étais fan du Moulin Rouge. Aujourd'hui. Alors tiens, pour répondre à la question du jour aujourd'hui, tu sais qu'on a un sujet tous les jours dans cette émission. Vas-y, c'est quoi le sujet c'est Polanski. Tu sais, t'as suivi un peu la cérémonie des Césars. Là, t'aurais pu faire un truc. Ouais, j'ai regardé, elle s'est barrée. Ouais, alors il y a plein de femmes qui se sont barrées dès lors que Polanski a été primé comme meilleur réalisateur pour le film J'accuse.
Et du coup, la question qu'on pose, est-ce que vous soutenez les femmes qui sont parties de la cérémonie? D'ailleurs, on rappelle, quand même, j'aime bien le rappeler, la présentatrice Florence Foresti qui a été grassement payée pour cette cérémonie, 130 000 € quand même. 130 000 la soirée pour présenter. C'est pas mal. En plus, elle a même pas terminé, elle est même pas revenue à la fin. C'est ce qui s'appelle une douille. Une belle douille. Ah, elle a ramené une belle douille. Ouais, Mbappé Bravo Florence. avec moins de talent quand même. Pour Mbappé. Enfin, pour Florence Foresti, pardon. Non, pas pour Mbappé qui a mis encore un triplé hier soir, mais pour Florence Foresti, évidemment. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, est-ce qu'il a été condamné ou pas? Enfin, il a été condamné, mais il est parti des États-Unis. Il s'est enfui. Il s'est enfui. Voilà. Il s'est barré. Il a fait 42 jours et il a négocié. C'est un pédophile, le gars. Ah oui, c'est avéré. C'est pas un soupçon. En fait, si tu veux, il y a eu une accusation qui a avéré une petite fille de 13 ans. D'accord. Et après, il y a d'autres accusations qui n'ont pas été prouvées, mais à minima pour cette fille de 13 ans, je crois que c'était en 73 ou 74, aujourd'hui il y a prescription. D'accord. Il y a eu viol avéré, drogue. D'accord. Et je te passe les trucs sordides. Mais il y a eu un accord après, il s'est barré au bout de 42 jours de prison et il y a eu un accord financier avec la famille. Voilà. D'accord. Ouais, parce que ça se négocie à l'américaine, ça se négocie avec le flouze là-bas. Donc aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on regarde ces films en regardant l'homme ou on regarde juste ces films? Ah c'est la question qu'on pose. Est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? Voilà. C'est délicat, hein, quand c'est même. délicat. Parce que et puis regarder ces films, ça veut dire est-ce que le regarder en téléchargement illégal sans lui donner de l'argent sur internet ou aller payer une place de cinéma. Ça me fait penser à l'époque où il y a au DSK. Ouais. C'est-à-dire que c'est un libertin, il a apparemment violé ou quoi. Il est chaud. Mais est-ce que c'est un beau politicien? Est-ce que c'est un bon politicien? Est-ce que sachant que pas pour défendre DSK, mais il y a toujours eu cette suspicion, viol ou pas viol ou complot. D'accord, ok. Ça c'est sa vie privée, mais il y a eu des conséquences juridiques là. Ça y est, c'est bon là. Non, il est en train de prendre un texte, les gars. Mais du coup, est-ce que il aurait fait du bien au pays ou pas? Ça on peut pas le savoir. On peut pas le savoir, on le saura jamais. On saura jamais. Voilà. C'est comme Tariq Ramadan. Oui. C'est un conférencier. Il a fait du bien à la communauté. C'est quelqu'un de brillant. Oui. Maintenant, dans sa vie privée, il fait ce qu'il a à faire. Oui. Moi, je suis pour ne pas juger les gens, en fait. Oui, d'accord. En fait, tu veux pas te mouiller. Non. Non, mais tu te mouilles pas, Durka. Je comprends. Non. À un moment donné, il y a une justice. Ouais. Il y a une justice. Pourquoi tu veux condamner les gens? Il y a un mandat d'arrêt international. Il a fui. S'il retourne aux États-Unis, il est arrêté, Polanski. Faut improviser un voyage aux États-Unis. Voilà, éventuellement. Abdel est avec nous au standard 01 40 33 9000. Salut Abdel. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai, c'est ce que je voulais dire. Il faut savoir une chose, c'est que c'est un fugitif. Il y a un mandat international qui est valable à ce jour d'Interpol pour l'arrestation de Polanski. Les seuls pays qui respectent. Renseigné Abdel. Ah ouais, il est chaud. Abdel, t'es ORG ou quoi? Allô. Oui, Abdel, vas-y. Les seuls pays qui ne respectent pas ce mandat d'arrestation internationale qui est lancé par Interpol, c'est la Pologne, la France et la Suisse. C'est les trois pays où il peut aller. Donc la France le protège. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, mais il a une protection qui est totale. Un exemple, par exemple, quand la France elle a lancé un mandat d'arrêt international contre le frère, le roi de l'évasion, qui a tué la policière municipale. Redouane Faïd. Voilà. Son frère est parti en Algérie. L'Algérie a respecté le mandat d'arrêt international qui a été lancé par la France Interpol, a arrêté cet Algérien car l'Algérie n'expatrie pas ses compatriotes et il l'a jugé à 20 ans. Voilà le respect d'une arrestation d'un mandat international qui est lancé par Interpol. La France le protège et on ne sait pas pourquoi elle protège quelqu'un qui a violé une petite fille avec de la drogue. C'est tout, parce que en France, en fait, violer des enfants, on le sait très bien, Christophe. On ne se mobilise pas pour ça, c'est pas tellement grave. On sait très bien qu'en France, on est comme ça. Par contre, si tu me permets, Christophe, je voudrais bien faire que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends, ouais, mais on se mobilise. Il y a encore des gens qui se mobilisent contre ça. Juste un petit mot pour les Palestiniens, si tu me permets. Je suis très heureux aujourd'hui, car figure-toi, sur RMC, M. Ben Laden a dit que tout peuple qui veut franchir une frontière, il faisait allusion aux Grecs qui empêchaient les gens de venir en Grèce et en Europe, tout peuple qui veut franchir une frontière, et je suis très heureux, tout peuple qui veut franchir une frontière de force, et pour lui, un envahisseur, et tout État qui empêche ces gens de passer, ce sont des résistants. C'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd. Ouais, mais attends, mais il va te répondre. pas de Palestine. Israël, il n'y a pas de frontière, donc là, ça rentre pas en jeu. Pardon? Israël, il n'y a pas de frontière, donc ça rentre pas en jeu. Non, t'as pas compris. Il a dit toute personne qui veut franchir, qui veut rentrer dans un pays de force, pour lui, est considéré comme un envahisseur. Ouais. Et tout État qui empêche l'envahisseur de rentrer est considéré non, mais j'ai bien comme compris, un Abdel, résistant. j'ai bien compris. Exactement.
ce que fait Israël, elle rentre en Palestine de force, elle prend des terres de force. Bah, fais ce que je dis. Du peuple palestinien. Pas ce que je fais. Merci Abdel. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec Derka qui est avec nous, le JT, hein, Derka. Voilà. Et puis le titre, Ma Moitié, c'est le clip que vous pouvez voir sur YouTube et sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Il est disponible partout. Il est disponible partout avec Samia Roseman dans le clip, qu'on connaît bien. Samia, big up à toi. Elle a animé ici, Samia à plusieurs reprises. Le clip est super beau, il a été tourné en Tunisie. Voilà, t'as emmené sur son île évidemment. Exactement, mais elle a fait l'office de tourisme de ouf, Samia. Genre, elle me vantait les mérites. Ah ouais. Tu vois, le taxi, il était pas très aimable. Mais non, tu dis n'importe quoi et tout. Bref, non, Samia, elle est trop forte. C'est devenu une sœur et franchement, grosse force à elle. D'ailleurs, elle est en train je crois qu'elle a fini d'écrire son 2e spectacle. De découvrir. Et elle est en train de faire une tournée en Afrique. Donc, grosse pensée pour elle. Le clip a été aussi réalisé par Raïs Tijani. Ouais. Un gros artiste au Maroc. Ouais. Qui est vraiment connu là-bas, qui passe souvent sur 2M. Donc ça a été vraiment une belle collaboration. Ce clip, il s'est fait vraiment rapidement. Samia m'a dit ouais, j'ai une tournée en Tunisie, vas-y viens en Tunisie, on va le tourner et tout c'est un peu imbriqué au dernier moment. Ça donne le résultat à voir sur YouTube. Absolument. Et Derka, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Derka? Donc à part la santé. Oui, d'accord, ça bon. Pas de corona. Le reste on l'achètera. Pas de corona, mon vieux. Pas de corona. Mais les gens sont devenus ouf un peu. T'as vu? Non mais genre avec un masque ou quoi, genre tu veux empêcher quelque chose. J'ai pas compris en fait. Bah ouais, pour te protéger parce que c'est dangereux. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un check des pieds. Maintenant qu'on peut faire. Ou du coude. Tu peux checker du coude. Ça c'est les muses qui ont trouvé le check du pied. Non mais il y a des muscles qui doivent être contents. Ah, je fais plus la bise. La France s'est radicalisée, Derka. Grave. Attention, ça devient dangereux. En tout cas, Derka, bonne chance pour la suite. L'album. Merci beaucoup. Tu penses le prévoir quand, l'album? Non, je peux pas te dire là. Moi, je suis pas quelqu'un qui. Et t'as déjà des petites idées de featuring? On peut déjà avoir des petites infos? Il y a déjà des choses qui sont. non. Non, je peux pas dire non. Mais il y a des choses qui sont sûres. Moi, je sais des choses que vous savez pas. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça bouge bien. Ah ouais? Ouais. Tu vas nous revenir avec du lourd, quoi. Je pense, j'espère, en tout cas. Bon, je te souhaite en tout cas bonne chance pour la suite. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on se remet? On se remet à ma moitié ou on se remet un truc du JT agité? Vas-y, un petit JT, allez nostalgique du JT agité. Nostalgique. Merci beaucoup, mon Derka. À très bientôt. Merci, bisous. Prends soin de toi. Salam à tous les auditrices et tous les auditeurs. Merci pour l'invitation en tout cas. Et on s'attrape. Avec plaisir. Dans un instant, les rendez-vous d'Anna. Et on va changer de sujet, les amis. On va accueillir une franco-tunisienne, justement, qui a une histoire incroyable à nous raconter. Elle promotionne le tourisme. Non, le tourisme. Le tourisme arabe en Palestine. Dans un instant, sur France Maghreb 2. Oui, bon, alors on y va. Allez, c'est parti. Toutes les 3 semaines, des tonnes d'actualité. Mes vérités, cisaille. Maman m'a dit c'est mal. J'ai des infos bizarres qui font voler le tissage. Yacine Bellatar va passer au parloir. Zemmour a fêté ça en faisant une bar mitzvah. Hey, enlèvement, est-ce donc vrai? Kidnapping de bébé. Y'a des roms tabassés. Starfallah, c'est le livreur d'eBay. Emmanuel, Spartacus, Arfourgué, des Airbus. Ramané, puis saqué, on va copier tout le monde a manifesté depuis déjà plusieurs mois. Mais le prix de l'essence à la pompe est plus cher que le coca. Laetitia veut tout à tout prix, prendre tout l'héritage de Johnny. David leur avons lui faire passer l'envie d'avoir envie. Les réseaux ont tout faux quand ils font la promo du terreau raciste. Oh, la haine n'a pas de couleur de faux. Oh, les fonctionnaires font une grimace inquiétante. Dématérialisation et grandissante. Les 35 heures dans le vide de la détente. 120 000 postes supprimés d'ici 3 ans. Bah oui, c'est stressant, Brexit en suspens. Est-ce que les Anglais veulent de nous vraiment? Theresa May a clashé le Parlement. Le tea time n'a pas servi de calmant. Départ de Benjamin Griveaux, il le prépare les JO en combattant Anne Hidalgo. Qui aimera encore, qui aimera Brigitte Bardot? Les Réunionnais sont des barjots, noirs, sales, sauvages. Mais c'est quoi cette Catherine? Brigitte, bravo, Brigitte, facho. Aucune femme au monde n'est aussi raciste que toi. Alors Céline, maintenant qu'il est parti, qu'est-ce que t'en penses? En fait, je connaissais. Non, très sincèrement, je connaissais et j'aimais bien ses vidéos, ça me faisait rire. Ouais. Donc voilà, après, sympa, petit tube de l'été, il a mis l'ambiance. Ah ouais, Derka, voilà, franchement, du très bon. En plus, c'est un bon gars.
Voilà, il a encore pas la grosse tête, donc ça va. Tout va bien. Vous savez, ces artistes qui commencent à avoir la grosse tête après, voilà. En tout cas, elle a pas la grosse tête. Elle est là sur France Maghreb 2, comme souvent maintenant, et on aime la retrouver. C'est un grand plaisir. Elle rayonne de bonheur avec son sourire. Elle nous transmet justement cette chaleur dont on a beaucoup besoin en ce moment. C'est Anna Guézard-Boicas pour les rendez-vous d'Anna sur France Maghreb 2. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Bonjour Anna, rebonjour. Rebonjour mesdames et messieurs. Toujours un plaisir d'être avec vous sur les ondes de France Maghreb 2. On peut plus se passer l'un de l'autre maintenant, ça y est. Absolument. Ouais. De loin quand même, parce qu'avec les trucs qui circulent, les microbes, les machins, on fait gaffe quand même. Alors Anna, tu nous as ramené une invitée incroyable. Oui. J'ai envie de dire. Absolument. Elle a fait ce que des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde rêveraient de faire. Ne serait-ce que poser les pieds sur la Terre Sainte. Alors, la fondatrice de l'association Peace and Trip, une association apolitique qui a pour objectif de développer un tourisme solidaire arabe de masse en Palestine. Franco-tunisienne, elle a décidé de quitter Paris, mesdames et messieurs, pour aller vivre en Palestine. Madame Aïcha Adari est avec nous aujourd'hui et c'est mon invitée dans les rendez-vous d'Anna. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bienvenue. Merci. Aïchek. Aïch Klella. Voilà, bien sûr. Le couscous au poulpe, c'est bon? Ouais. Fan du couscous, mais pas du poulpe. Ah d'accord, moi aussi. Voilà, on va commencer bien cette émission. Moi aussi, j'aime bien le couscous, j'aime bien le poulpe, mais pas les deux en même temps. Voilà. Bon, alors, c'est pas pour parler du couscous évidemment que vous êtes là. Oui. C'est pour parler de cette association, chère Anna. Exactement. Mais la première question qui nous traverse l'esprit, Aïcha, c'est quel est l'élément déclencheur, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la vie à Paris pour aller vivre en Palestine? C'est une bonne question, tout le monde me la pose et j'ai pas forcément de réponse. Et je pense que j'ai simplement pris la décision un jour de la visiter. Et à partir de là, il y a eu un déclic et mon cœur s'est ouvert à ce pays. Enfin, je dis souvent que c'est la Palestine qui m'a retenue, c'est pas moi en fait qui suis restée, c'est elle qui m'a retenue. Mais tu aurais pu vivre dans n'importe quel autre pays au monde. Pourquoi vrai. Tu as choisi spécialement J'ai pas choisi. C'est vrai, je visitais beaucoup de pays. Je voyageais beaucoup avec ma fille depuis qu'elle a 3 mois. Ma fille, elle voyage partout avec moi. On a sillonné l'Asie, l'Afrique. On a voulu. Ça fait longtemps que vous êtes revenu d'Asie là, parce que Corona. Je dis ça, je dis rien. Oh, ça fait plusieurs années déjà. Ah bon, d'accord, ça va, on est tranquille alors. Ouais, non, on a vécu des moments un peu tragiques dans notre vie. On a perdu un enfant et ma fille, elle avait 3 ans. Divorce, voilà. Puis elle voyait plus trop sa famille. C'était un moment. J'ai pris les voyages comme une forme de thérapie parce qu'elle a commencé à rencontrer quelques médecins, mais je voyais que ça marchait pas et que ma fille était quelque part en danger parce que elle avait besoin de sortir de tout ça et je savais pas comment faire. Et j'ai utilisé les voyages comme une forme de thérapie. J'ai beaucoup lu avant, et puis moi je suis une passionnée des voyages et des cultures, donc je me suis dit je vais emmener ma fille et on a commencé très tôt et on voyageait beaucoup jusqu'au jour où elle a commencé à s'émerveiller en fait devant des paysages et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'elle commençait à guérir entre guillemets. Et puis un jour il y a eu la révolution. Il y a les révolutions arabes et alors on s'est dit bon on va faire quelques pays arabes avant que ça soit impossible. Et puis on s'est retrouvés en Jordanie. Beau pays, magnifique. Très beau pays. Ah oui. Ouais, Petra, tout ça. On a fait la mer morte. La route des rois. Ouais. C'est plutôt la route des prophètes, mais on a fait la route des rois. C'était extraordinaire. Et puis un jour, on s'est retrouvés après 3 jours à Jérusalem et. Ouais. Et franchement, ça a été révélateur. J'y suis restée, j'ai pas bougé en fait. Je suis restée dans la vieille ville. J'ai commencé à rencontrer des gens, à discuter avec les commerçants, à comprendre la vie. Je vais devoir t'interrompre parce qu'elle va nous raconter toute l'histoire. Beaucoup pourraient te dire que c'est un petit peu quand même dangereux d'emmener sa fille ou ses propres enfants dans un pays à risque. C'est un pays qui est en guerre. C'est un pays où il y a un conflit dans la bande de Gaza. La bande de Gaza, elle est complètement détachée de la Cisjordanie. Déjà dans un premier temps, elle est détachée de Jérusalem. Il y a quand même à peu près tous les ans 4,5 millions de touristes qui visitent le pays, donc c'est que quand même le pays offre quand même un minimum de sécurité. Donc malheureusement,
J'aime pas le dire, mais c'est vrai que c'est pas nous qui sommes concernés par l'insécurité, malheureusement. Ce sont la population palestinienne qui sont confrontées à l'insécurité au quotidien. Mais nous, en tant que touristes, les gens qui viennent visiter là-bas, ils partent dans les lieux touristiques, dans les lieux cultuels aussi. Donc ils sont pas exposés dans les camps de réfugiés, par exemple, ou ils sont pas exposés là où il y a des affrontements avec les soldats ou avec les colons. Vous êtes en Cisjordanie ? Oui. D'accord. Je vous rassure. On entend parler que dans quelques quartiers de différentes religions et cultures, ils cohabitent ensemble. Il y a des mariages, etc. Bien sûr. Alors ça, c'est, tu vois, Hannah, ça. Moi, j'étais comme la plupart des gens. On a grandi un petit peu dans des familles où on est un peu éduqué, conflit israélo-palestinien, etc. Et c'est vrai que, alors, je vais vous dire 2 choses moi qui m'ont surprise quand je suis arrivée là-bas. Très sincèrement, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, il faut reconnaître quand même, moi je trouve qu'en Israël quand même c'est vraiment le pays où les religions peuvent cohabiter. Je veux dire, il n'y a pas de problème de voile, il n'y a pas de problème de burkini là-bas, il n'y a pas de problème, chacun peut, même dans les rues d'Israël, s'arrêter aux heures de prière, prier sur les trottoirs, ça choquera personne. Parce que tout le monde le fait, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. Alors ça c'est la première des choses qui m'a étonnée, de se sentir libre en fait, de pouvoir se balader sans être regardé. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, au-delà de ce qu'on peut entendre dans les médias ou de ce qu'on peut lire dans les articles de presse, c'est que la population cohabite. Enfin, tu vois, tu as eu cette émission il y a quelques jours avec l'émission. Oui, la fondatrice de l'association Safe World Peace, Madame Fadia Oté, qui parle de coexistence. Et moi, je la rejoins là-dessus, mais la coexistence, c'est pas la cohabitation. Et c'est 2 choses différentes en fait. Mais j'ai remarqué qu'à Jérusalem, en tout cas à Jérusalem et dans les territoires israéliens, il y a cette cohabitation entre les peuples. Et j'ai rencontré beaucoup de familles musulmanes, des Palestiniens qui sont mariés à des femmes juives, femmes israéliennes. Alors ça ne veut pas dire que après, au niveau de la société, administrativement, il n'y ait pas de discrimination, parce qu'il y a des formes de discrimination, il y a des personnes qui se retrouvent un peu en marge de la société, mais ça existe. Il y a des personnes qui se marient entre eux. Moi, j'ai fait la fac à Jérusalem. Où j'ai appris l'hébreu, j'ai appris un petit peu, il fallait que je me familiarise avec la société, parce que j'ai affaire moi aussi à l'administration israélienne, au checkpoint et tout, donc j'ai besoin de communiquer dans une langue qu'ils connaissent et que je puisse comprendre également. Donc à l'université, il y a des Palestiniennes qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de forme de communautarisme, qu'elles ne sont pas ensemble, etc. Ça ne se mélange pas beaucoup, certes, mais ça existe. Mais beaucoup quittent la Palestine ou tentent de sortir du pays pour aller vivre ailleurs, pour aller vivre dans des pays plus ou moins de sécurité. Mais comment les gens réagissent à ton histoire lorsqu'ils découvrent que toi, tu viens d'Europe, tu viens de France pour vivre là-bas? Alors il y a 2 choses. Les Arabes israéliens, c'est-à-dire les anciens entre guillemets palestiniens qui vivent en Israël et qui ont ce titre de séjour entre guillemets ou la nationalité israélienne, eux ne cherchent pas à partir. Parce qu'ils sont quand même bien lotis en fait. Le système israélien, il est un peu à l'image du système français, donc il y a des sécurités sociales, etc. En revanche, les Palestiniens qui vivent dans les territoires palestiniens en Cisjordanie, derrière le mur de séparation, effectivement, pour eux, c'est un peu surprenant de me voir débarquer comme ça en me disant, mais attends, nous on veut sortir d'ici, toi tu veux entrer. Oui. Donc, et comment ils réagissent? Est-ce que c'est surprenant. Qu'est-ce qu'ils te disent là-bas? Alors, ils me disent beaucoup de choses. Alors, la première des choses qui les surprend mais auxquelles ils commencent à s'habituer avec nous, parce que maintenant on ramène de plus en plus de touristes musulmans qui portent pas le voile, c'est le voile. Pour eux, c'est perturbant de voir une musulmane qui ne porte pas le voile. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où on a besoin, les Palestiniens, c'est troublant pour eux d'avoir affaire à une musulmane qui te dit qui est en face de toi et qui ne porte pas le voile. Pourquoi? Parce que ils ont besoin d'identifier le chrétien du musulman du juif. Ça, c'est très important pour eux là-bas. Et ça a été la première des choses auxquelles ça a été difficile un petit peu avec eux au début, mais il a fallu que je me batte pour dire non, mais j'ai pas besoin de porter le voile pour être musulman. Et est-ce que ça a été facile pour toi de t'installer là-bas Non, ça a été très difficile. D'abord, je me suis installée dans un pays que je ne connaissais pas. Je connais pas les sociétés ni la langue. D'ailleurs, la langue, c'était pour moi très compliqué. Je communiquais en arabe tunisien, donc je te raconte pas un peu parfois comment ça pouvait être compliqué. Non, mais compliqué, c'est que parfois on dit tu sais comment ça se passe un peu dans les langues. On dit souvent des termes grossiers sans le savoir, et voilà. Bon, il a fallu apprendre. Bon, tant mieux si tu les comprends pas. Non, c'est moi qui les disais. Je choquais pas mal de gens en fait.
Mais non, il a fallu tout apprendre, la culture, les mentalités. Il a fallu aussi que je me fasse accepter par la population et par mes amis, en fait, des gens qui sont devenus aujourd'hui des Israéliens qui sont devenus des amis, et aussi par la population palestinienne, parce qu'on suscite toujours le doute. Je veux dire, la Palestine, c'est un pays où, on te regardera toujours comme on doutera de toi. Tu vois, on ne sait pas ce que tu viens faire ici. Tu parles plusieurs langues, donc on me prenait au début pour une espionne. On me disait ouais, tu viens ici pour prendre des informations. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire peur physiquement de te dire mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis venue ? Non. Sincèrement jamais. Mais à plusieurs reprises, j'ai eu des coups de fatigue où j'avais envie de tout remballer et de partir, mais. Et lorsque tu fais des va-et-vient, par exemple ici en France, tu retournes parce que tu es franco-tunisienne aussi. Oui. Est-ce que tu as peur de t'attirer des ennuis, par exemple ? Non, j'ai pas peur, mais je me suis attirée. On a eu quelques soucis en Tunisie. J'ai reçu des menaces de mort parce que voilà. Des menaces de mort ? Ouais, des menaces de mort parce que les gens n'acceptent pas en fait. Ils veulent pas que j'encourage le tourisme arabe en Palestine parce que pour beaucoup c'est encore une forme de normalisation. Voilà, on revient toujours à ça. Mais ça me fait pas peur en fait. Ça me fait pas peur. Alors, ton association s'appelle Peace and Trip. Ouais. Pourquoi tu l'as créée et dans quel but ? Alors la première raison pour laquelle j'ai monté, alors au début quand je suis sortie de Jérusalem, j'ai décidé de monter l'association Peace and Trip, mais pas pour venir m'installer. C'était à la base pour créer 3 postes pour 3 Palestiniens qui souffraient en fait de pas avoir d'emploi, qui souffraient de pas pouvoir payer leurs dettes, etc., de vivre tout simplement. Oui. Donc j'ai monté l'association pour encourager les gens. J'étais pas du tout dans le tourisme, je me suis professionnalisée que bien plus tard. J'ai simplement voulu leur prouver que si on arrivait à encourager un tourisme arabe, ça pourrait changer la vie des gens là-bas. Parce que ces Palestiniens qui étouffent économiquement, qu'est-ce qu'ils finissent par faire ? Par quitter le pays et venir chercher, venir se réfugier ici en France ou en Europe ou ailleurs. Donc j'ai voulu montrer qu'en encourageant le tourisme, on peut créer de l'emploi et on peut gagner de l'argent. Donc j'ai monté ce premier groupe. Et en 2 semaines, ils ont chacun bénéficié d'une très grosse somme d'argent. Ils ont été assez contents. Donc c'est à partir de là que c'est parti. Belle histoire en tout cas que vous découvrez dans les rendez-vous d'Anna sur France Maghreb 2. On va tenter une liaison avec Gaza si vous permettez. Raja est avec nous. Bonsoir Raja. Raja. Allô? Oui, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors je crois que Raja ne parle pas français, donc Anna il va falloir qu'il m'aide. Voilà. Ok, avec plaisir. Alors vas-y, je t'en prie. Massanour Racha Kifek. Alors Racha, c'est une auditrice qui me suit à chaque fois, qui suit mes émissions et qui a vu l'annonce au fait comme quoi on recevait Madame Aïcha. Et elle a voulu intervenir. Elle est à Gaza en Palestine. كيفك رشا؟ شو رأيك في مدام عايشة اللي تركت فرنسا هون وراحت تسكن هناك بفلسطين. Tu penses quoi de Madame Aïcha qui a quitté Paris, qui est partie vivre en Palestine? طبعا يعني من وقت ما انا حكيت عنها وفتت على يعني عملت جوجل وفتت بقرا عنها انه وبشوف الصفحه تبعها انه كيف ممكن تركت كل الرفاهيه اللي هي فيها بفرنسا او بتونس واجت هون لعنا لفلسطين حتى تعيش معنا المعاناه تبعنا لحتى تشعر بالشعور اللي نحن عايشينه هون وفضلت انها تعيش بفلسطين. قديش حبها لفلسطين انه إشي كبير. فهذا قديش بيوضح لنا انه العالم يلي برا فعلا انه هي بتحب فلسطين وبتحب الفلسطينيين ودائما مادة ايدها لإلهم. وعلشان هيك انا رشا انا I'm gonna translate يعني راح كل مرة اعمل je vais traduire. C'est que Racha. Oui, ça je vais laisser un affaire. Racha a dit qu'elle a beaucoup de respect. Elle a googlé le nom de notre invitée, de Aïcha. Moi, je suis perturbée parce qu'Aïcha qui pleure à ma droite et elle est très émue. Donc, Racha a dit qu'après avoir googlé le nom de Aïcha, qu'elle a vu ce que c'est que cette association et ce qu'elle fait pour les Palestiniens, le fait qu'elle a quitté la vie avec toutes ses avantages ici en Europe, en France. Et qu'elle soit partie en Palestine pour les soutenir, c'est qu'elle les comprenne et qu'elle ressente un petit peu leur douleur, leur peine, et que c'était très très émouvant pour elle. C'était flatteur, c'est un honneur pour eux en tant que Palestiniens. Voilà.
Aïcha, vous parlez l'arabe? Oui. Oui. هلا رشا. أهلا حبيبتي عائشة كيفك؟ الحمد لله تمام كيفك أنتِ؟ الله يسعدك يا رب. أنا فخورة كثير كثير فيكي فخورة جدا والله أنت العالم يلي مثلك بتراسه بالعين. Elle lui dit qu'elle est très très fière d'elle. Ouais. Alors qu'est-ce que ça vous fait Aïcha quand une habitante de Gaza vous parle de fierté, vous dit qu'elle est fière de vous? Bravo Aïcha. Je suis très touchée. J'ai pas les mots. En fait, je m'attends pas à ce que les gens témoignent de ce genre d'affection ou de ce genre de remerciement, parce que c'est tout naturel. C'est tout naturel en fait ce qu'on fait. Et encore, on ne diffuse rien de ce qu'on fait en réalité sur les réseaux sociaux, mais on intervient dans beaucoup de familles. En fait, on crée de l'emploi pour montrer que le secteur du tourisme, c'est un secteur d'abord qui est très pacifique et qui peut générer de l'emploi, qui peut permettre à ces gens de vivre en fait sur leur terre et de promouvoir l'amour de cette terre-là à travers. C'est vrai que ça leur fait plaisir. Notre rêve ici, je pense que Céline est pareil, c'est d'aller fouler cette terre de Palestine. Effectivement. Ouais. Moi, il y a une question je voulais savoir si tu étais militante ici quand tu étais en France, avant, tu vois, sur la cause palestinienne, ou si c'est vraiment au fil de tes voyages que tu... Moi, je suis militante depuis l'âge de 10 ans. Ma toute première manifestation a eu lieu quand j'avais 10 ans. J'ai d'abord milité contre la dictature en Tunisie. J'ai milité ensuite beaucoup pour la Palestine. J'ai écrit beaucoup de poèmes. J'ai milité au sein de mon lycée. J'ai milité ensuite contre la peine de mort. Donc je suis une militante en fait. Une militante de la première heure, on va dire. Peut-être une petite question à Raja, Anna, avant de la quitter, pour lui demander comment ça se passe en ce moment à Gaza. Quelle est la situation? Est-ce que c'est calme ou ça continue d'être agité avec évidemment une agression perpétuelle, j'ai envie de dire, depuis de nombreuses années maintenant de l'agresseur israélien. Ok. moi je suis complètement رشا المقدم البرامج بيسألك كيف الجو هناك في فلسطين، يعني في القطاع بعد التصعيد اللي جرى آخر الوقت، يعني آخر الأيام. فينا نقول الحمد لله رب العالمين في هدوء يعني نسبيا حاليا، ولكن اليوم كان في فاجعة كثير 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 في قطاع غزة، والحمد لله رب العالمين لحتى الآن بعض الضحايا شغالة، وأنا بحكي معكم والحدث لساته شغال لحتى هلا في قصف، يعني واحنا بنحكي معك في قصف عليكم حاليا مش قصف، ولكن اللي صار عنا انفجار كبير في مدينة كاملة. Pendant qu'elle nous parle, Racha, il y a une grande explosion qui a eu, il y a des magasins qui ont été brûlés, mais elle continue à dire alhamdoulilah, elle remercie le ciel, elle remercie Dieu, ils disent qu'ils sont forts, qu'ils survivent, quoi. Bravo, en tout cas tu la salues bien de notre part. Racha, shukran ktir, merci, thank you. Allah yahfazkoum. Merci beaucoup, shukran, merci. Merci. À bientôt, voilà, Gaza. Aïcha, toujours sur les bombes. Lorsque je voulais rapporter une petite touche d'humour sur Gaza, parce qu'il faut toujours un peu d'humour un peu à ces histoires et au drame en fait des gens, c'est que c'est quand même un lieu qui est vachement bien sécurisé là, par rapport au virus. Ah oui, c'est par rapport au coronavirus. L'avantage, c'est ça, effectivement. Alors ça c'est un humour qui nous vient de Gaza, puisque les Gazaouis disent, mais nous ça fait plus de 14 ans qu'on est en quarantaine et qu'on a fermé les du coup nous on est une prison à ciel ouvert. Qui avait dit ça? Nicolas Sarkozy. Oui. D'ailleurs, toi, pour pouvoir retourner là-bas, tu devais retourner dans 3-4 jours et tu ne peux pas maintenant. Non, pour l'instant, on va attendre. Hein. Il faut que tu passes 14 jours dans un lieu il faut que j'aille là où, voilà, pendant au moins 14 jours pour qu'ils s'assurent en fait qu'on a pu. Ouais, mais de toute façon, là, même tous nos groupes, nos départs, nos séjours, tout est annulé. Tout est annulé, ouais. On continue dans un instant, ma chère Anna. On se met la pub vite fait et on termine donc avec notre invité ici. On promotionne le voyage, le tourisme en Palestine. Oui, c'est possible. Oui, on va le faire et oui, on va partir avec elle. Aïcha, tu nous emmènes dans tes valises? Parle pour toi, Christophe. Non, je plaisante. Non, moi j'y vais, moi en Palestine. Aussi. On va faire notre djihad là-bas. Non, arrête de dire ça. Non, mais notre djihadness. Attention. Quand je dis djihad, pour traduire aux gens, parce qu'il y en a qui peuvent mal l'interpréter, c'est aller faire le bien vis-à-vis de soi. Et donc le bien vis-à-vis de soi, c'est d'aller en Palestine. À tout de suite.
Le grand forum sur France Maghreb 2, on est en plein cœur des rendez-vous d'Anna les amis, avec Anna Guézard-Bouakaz et son invité pour nous parler de voyage en Palestine, du tourisme de voyage en Palestine. Aïcha Hadari qui est avec nous. J'avais une petite question Aïcha, au vu de ce qui s'est passé dans l'actualité récente, comment vous expliquez justement le choix du peuple israélien concernant Netanyahou qui a priori s'en est plutôt bien sorti? Ouais, et pourtant plusieurs fois inculpé. Ouais, c'est assez surprenant, mais c'est une population qui est nourrie sur la peur, hein, donc c'est terrorisé pour mieux régner, c'est tout. Hein. Moi, je connais beaucoup de. Je parle dans tous les pays, on a toujours des gens qui feront partie de l'extrême droite, mais j'en connais beaucoup, moi, en Israël, qui sont pour la paix, qui en ont marre en fait de cette situation. C'est la majorité silencieuse? Sûrement. Ouais. Et puis il y a un réveil des jeunes, de la nouvelle génération qui veut cesser en fait cette guerre, et la plupart des gens en fait qui sont encore dans l'armée et qui viennent, ce sont des gens, des juifs en fait qui viennent d'Europe, des États-Unis. Vous savez qu'à Hébron, qui est la seule ville palestinienne qui est occupée de l'intérieur, la plupart des colons sont français. C'est rude, hein. C'est violent. La question est peut-être un peu, non pas hasardeuse, mais peut-être utopique, mais est-ce que la paix est possible dans cette région, dans cet endroit du monde? La paix, bien sûr qu'elle est possible, mais elle sera possible. La paix, elle est mise à l'épreuve par le politique. La paix, elle est possible parce que la population le prouve tous les jours. Il y a des mariages mixtes, il y a des amis juifs et palestiniens. Justement, Aïcha, toi, ton but n'est pas uniquement de ramener des touristes, de promouvoir le tourisme là-bas. Vous organisez des dîners pour rapprocher les peuples, les cultures. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, moi déjà j'ai envie de prouver à la France déjà que l'antisémitisme il vient pas des Arabes, déjà dans un premier temps, qu'on n'a absolument aucun problème avec les Juifs, qu'on voyage en Israël, on n'a absolument aucun souci, mais nos voyages sont d'abord des voyages solidaires. Donc tu contredis Monsieur Ben Soussan qui nous dit que l'antisémitisme le tête dans le biberon des Arabes. Voilà, c'est ça. Moi, ça, il peut penser ce qu'il veut, mais on est là pour prouver le contraire. Mais c'est d'abord un tourisme solidaire. Néanmoins, au cours de nos voyages, nous, on est ici pour pour aller vers l'autre. On a organisé, il y a une année, pendant le mois du Ramadan, on a organisé un dîner de rupture du jeûne avec 40 familles palestiniennes et juives. Et franchement, ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, les familles juives sont arrivées avec des tenues traditionnelles palestiniennes. J'ai trouvé ça très, très beau. On organise en septembre notre premier séjour accompagné d'un rabbin et d'un imam. Donc il y aura des dîners qui vont être faits. J'espère que vous n'avez pas pris Chalgoumi, hein? Non, merci, c'est gentil. Non, ça va, on a mieux quand même en France. Oui, beaucoup mieux. Non, mais c'est histoire de découvrir la vieille ville d'Al-Quds avec la version d'un rabbin, la version d'un imam, mais c'est ça la richesse en fait. Moi personnellement, demain je visite la vieille ville de Jérusalem, ça me déplairait de voir Jérusalem sans sa population chrétienne, ça me déplairait de voir Jérusalem sans sa population juive, tout comme ça me déplairait de voir Jérusalem sans sa population musulmane. Et aujourd'hui, les musulmans de la vieille ville de Jérusalem, ils ont un besoin énorme, ils font un appel pour que le tourisme arabe se développe, pour qu'on vienne consommer chez eux, pour qu'on vienne manger chez eux, qu'on vienne dormir chez eux, dans leurs hôtels, dans leurs restaurants, acheter des souvenirs, parce que ces magasins palestiniens, musulmans, c'est vrai qu'ils sont mis de côté, parce que le système touristique israélien, les groupes chrétiens vont aller acheter chez les chrétiens et les juifs chez les juifs. Donc finalement, ceux qui sont mis de côté sont les Palestiniens musulmans. Donc si nous, on peut apporter une part de on peut contribuer, tout comme on part à la Hamra, on vient prier aussi à l'Aqsa, puisqu'après tout, sous la période des Qurayshites, il y a eu des Hamra qui ont été effectués par le prophète et par la communauté musulmane. Donc pourquoi pas aller prier à l'Aqsa, déjà protéger ce troisième lieu saint de l'islam. Et on peut également visiter, on peut prier aussi sur le mur des lamentations. Il est où le problème? Je veux dire, c'est des lieux saints. Il n'y a pas de souci, on va aller prier à l'église du Saint-Sépulcre. Il y a une histoire aussi. Toutes ces histoires-là, elle n'est pas sacrée, elle n'est pas revendiquée, en tout cas par ces trois communautés pour rien. C'est que tous ces lieux-là sont sacrés, ils ont un lien entre eux. Ils sont interdépendants, qu'on le veuille ou non. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, Aïcha? Sur les voyages, oui, pas sur le reste. Oui, non, mais le reste nous importe peu. Mais on a des projets sympas là-bas. Oui, non, mais d'accord, mais je parle de la vie privée, on s'en fout. Non, moi je parle pas de la vie privée, je parle de la vie privée, ouais, c'est vrai. Il y a des choses intéressantes. On la préserve. Il y a quoi à part l'association? Tu donnes une conférence, tiens, juste avant de donner les réseaux sociaux? Oui, c'est possible. Je donne une conférence samedi à l'IFILACH à Colombes sur la préservation du patrimoine musulman, revalorisation de soi. On sera à Colombes dans un instant avec un candidat au municipal, justement. Voilà, Patrick Chamovic. Donc conférence samedi à Colombes. Maintenu toujours? Je pense, ouais.
on aura là, je serai confirmée dans 5 minutes. Tu peux donner juste le sujet, s'il te plaît? Oui, c'est préservation. En fait, c'est comment revaloriser sa personne à travers la préservation du patrimoine. Mais on reviendra sur plus de détails au cours de cette conférence. Moi, je voudrais dire une chose aussi, c'est que quand je dis qu'on fait des voyages... Fermez-moi la porte, s'il vous plaît, parce qu'il y a un bruit infernal, ça me perturbe. Bon, allez-y. Quand on organise des voyages solidaires, la solidarité, elle s'exprime pas qu'à travers la consommation locale, mais elle s'exprime aussi, et ça, c'est un appel d'un rabbin, en fait, qui me le dit. Il me dit, mais attendez, quand vous allez en Palestine, allez aider vos frères. Donc c'est vrai, nous, depuis 4 ans, on finance des micro-projets, des projets, par exemple, en ce moment, on est sur un chantier, on est en train de monter un restaurant, on a monté un food truck, on a monté 2 maisons d'hôtes, on a financé des études pour des étudiants pour être guide touristique. Donc tout ce qui a un lien avec le tourisme, on aide les familles à accéder à une espèce d'autonomie financière. D'accord. Parce que l'intérêt, c'est pas que ces familles s'en aillent. Donc on aimerait que ces familles restent chez elles. Le projet est beau en tout cas, hein. Céline, je sais pas ce que t'en penses depuis tout à l'heure. Bah ouais, je trouve ça très 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 bien, très S'il y a très des personnes qui veulent nous aider, pardon, je t'interromps. J'en profite si j'ai encore peut-être quelques autres. S'il y a des personnes qui veulent nous aider à nous faire des dons pour financer les projets, qui veulent venir avec nous pour témoigner de ce qu'on finance et de ce qu'on fait. Moi je veux bien. Mais est-ce que c'est facile de faire un... Alors, on a une page Peace and Trip sur Instagram, une page Facebook. Alors, on n'affiche pas ce qu'on fait. Hein. Par contre, tous les projets qu'on finance, on le fait pas. Mais on transmet les dossiers, les photos, les factures avec toutes les personnes qui financent et qui veulent avoir des informations. Il y a une transparence. Oui, absolument. Il y a des partenariats avec des assos françaises? Non, j'effectue aucun partenariat. En fait, tous les dons qu'on reçoit sont des dons de personnes. D'accord. Pour ceux qui veulent aller faire du tourisme en Palestine, est-ce que c'est facile? Je veux dire, par rapport à la paperasse. Non, vous avez un passeport européen. Il n'y a absolument aucune démarche à entreprendre. Il faut simplement s'inscrire, venir avec nous. Une première fois peut-être avec nous. Une deuxième fois, s'il y a des gens qui veulent voyager seuls, on peut les aider gratuitement. Même si on est militant palestinien, Aïcha, ça peut... alors, par contre, on peut être militant. Alors, on peut être militant si on le souhaite, mais on vient pas en Palestine pour militer ou pour organiser des manifestations. Ça va pas servir la cause et ça va. Parce que là-bas ils surveillent tout. Il parlait d'avoir fiché. Il faut préciser que c'est vraiment des voyages touristiques. Des voyages touristiques. Quel parcours ils font, juste pour donner une idée Alors les parcours, c'est évidemment quelques jours à Jérusalem, dans la vieille ville. On fait le Mont des Oliviers. On va à Jaffa aussi, à Saint-Jean d'Acre, à Haïfa. On peut également, on va évidemment à Hébron parce qu'il y a le temple des patriarches là-bas. Il y a Bethléem, il y a Jéricho qui est la ville la plus basse au monde et l'une des villes les plus vieilles au monde puisqu'elle a presque plus de 10 000 ans. On va à Nazareth? Oui aussi, il y a un très vieux village chrétien qui a plus de 2000 ans, qui a été conservé tel quel et qui est toujours animé, qui est extraordinaire. C'est là qu'est né Sinaïssa, paraît-il. Non, il dit non apparemment l'annonce à Mariam a été faite à Nazareth, mais lui serait né en tout cas à Bethléem. À Bethléem, oui, exact, pardon, autant pour moi. Mais ça coûte cher ça? Un voyage comme ça? Alors la Palestine coûte cher, Israël aussi. C'est pas des pays, c'est pas le bled, hein, c'est pas la Tunisie ou le Maroc. C'est le même niveau de vie à Jérusalem. On est au même niveau de vie qu'à Paris. Donc un voyage de 10 jours, tout compris. On parle des billets avec l'hébergement, les transports et les guides, les entrées, les repas. On est à peu près à 1700 euros par personne. Pour combien de jours? Tout compris. D'accord. Non mais quand je disais militant, Aïcha, c'est quelqu'un qui milite depuis de nombreuses années pour la Palestine. Est-ce que ça peut avoir poser des problématiques pour entrer sur le territoire là-bas? Non, ça n'a pas d'impact. Par contre, si vous êtes officiellement membre de BDS, oui, c'est sûr que vous passez. D'accord, ok, voilà, autant se dit. Bon, bien merci beaucoup en tout cas, Aïcha Haddari, d'être venue ici nous parler de cette belle initiative. On rappelle donc sur les réseaux sociaux, on peut suivre l'association, l'activité, éventuellement s'inscrire, participer, aider aussi. Oui. C'est Peace and Trip. Peace and Trip. Et Peace and Trip, c'est pas que moi au passage. Hein. On est une grosse équipe de Tunisiens aussi. Puisqu'on a Mejdi qui est avec nous, on a Asma qui est là, on a une équipe en Tunisie, on a une équipe également en Palestine, et on a une autre personne, une Algérienne, ta compatriote. Elle veut pas que je dise son nom, mais je vais juste donner un petit indice parce qu'elle veut pas être citée. Son prénom commence par ça et finit par Dia. Et on va pas dire qui c'est. Sadia. Elle va m'en vouloir. Bon, tant pis, on l'embrasse en tout cas. Merci beaucoup Aïcha Haddari en tout cas d'être venue ici sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum dans le cadre des rendez-vous d'Anna. Ma chère Anna, demain tu reviens. Oui, absolument, avec plaisir. Demain 17h, encore une histoire passionnante, un fait divers, une dame qui s'appelle Inès aussi, mais toute une autre histoire. Restez avec nous. Bien sûr. Et merci à ceux qui ont suivi le live sur la page de Christophe, le Grand Forum. Merci Mahana, je t'embrasse, à demain. Aïcha, merci beaucoup, à très vite. On se reverra certainement en Palestine. Ouais. Avec plaisir, avec Céline. Ouais. Voilà.
Mais Céline, elle emmène beaucoup de bagages justement. Il faudra peut-être lui expliquer qu'il ne faut pas emmener beaucoup de bagages. Mais non, moi je voyage léger. Bon, très bien. Allez, dans un instant, on file à Colombes justement, à l'Isra Isha Hadari à Colombes samedi pour une conférence. Nous, on va dans le cadre des municipales. Patrick, ah non, j'ai perdu son nom. Super, c'est super bien. Ça commence. Céline, aide-moi s'il te plaît. J'ai oublié son nom. Donc, elle sera dans un instant. Il sera avec nous, candidat au municipal à Colombes. Sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum, c'est du direct. Allez, restez avec nous, tout va bien. Dans un instant, notre candidat, il est là, oui, Patrick Chamovic sur France Maghreb 2. Mais juste auparavant, parce que je vous le dis honnêtement, je l'avais oublié. Non mais franchement, ça se fait pas. Tu m'avais zappé. J'avais zappé. Et on parlait tout à l'heure évidemment du sujet à la une pour lequel vous pouvez voter. Je le rappelle, la question, est-ce que vous soutenez ces femmes qui ont quitté la salle lors de la cérémonie des Césars après que Polanski ait reçu ait été primé comme meilleur réalisateur. Céline Bory en a fait un avis tranché jingle. Que t'évoque cette affaire, Céline Bory? Alors, ce que m'évoque cette polémique depuis quelques jours, depuis les Césars, je l'ai intitulée « Pourquoi Lajli n'est pas Polanski ?» Depuis vendredi dernier, la cérémonie des Césars qui a fait scandale et où Roman Polanski s'est vu décerner le prix du meilleur réalisateur, la polémique ne désenfle pas. L'humour incisif de Florence Foresti en maîtresse de cérémonie et le départ prématuré d'Adèle Haenel offusqué suite à la consécration du réalisateur coupable de pédophilie ne cessent de diviser le cinéma français. Mais pas que. Certains crient au scandale et fustigent les accusatrices, allant jusqu'à dénoncer un tribunal populaire. D'autres appellent à séparer l'œuvre de l'artiste. Et puis, il y a ces autres qui dénoncent un deux poids deux mesures et jettent l'opprobre sur Lajli, le réalisateur des Misérables lui-même primé. Oui, parce que Lajli a eu lui aussi une affaire en 2011. Une histoire de séquestration. Bon, pour faire court, un pote de Laj a voulu mettre à l'amende, comme on dit familièrement, un type marié qui draguait sa sœur enceinte. Une histoire de quartier, violente certes, et pour laquelle le jeune homme a été condamné pour complicité de séquestration à de la prison ferme. Dans cette affaire, Laj a toujours clamé son innocence. Cette condamnation serait donc the motif pour mettre sur le même plan Lajli et Polanski. Alors non, Lajli n'est pas Polanski. Lajli n'a jamais été accusé ni même soupçonné de pédophilie. On va remettre les choses au clair, et c'est important. Roman Polanski n'est pas soupçonné d'un viol sur une femme majeure. Il est reconnu coupable d'avoir violé, drogué et sodomisé une enfant de 13 ans. Dans cette affaire, la suspicion n'a pas sa place. Je ne parlerai même pas des multiples autres accusations sur mineurs qui, elles, n'ont pas été prouvées. Donc non, Lajli n'est pas Polanski parce que Laj a été accusé de complicité de séquestration, pas de pédophilie. Et au-delà de ça, il a purgé sa peine, tandis que Polanski a fui les USA après 42 jours de détention et a négocié un accord financier avec la famille de la victime. Il y a quelques jours, sur CNews, Jacques Séguéla ose un « Qu'est-ce qu'on aurait dit si Polanski était noir ?» Ce à quoi Jean Messia répond « Il aurait été applaudi par l'Assemblée. » Même Pascal Praud a été choqué par ses propos, c'est pour dire. Belle occasion pour la pseudo-journaliste Elisabeth Lévy, présente également sur le plateau, pour enchérir et affirmer que si effectivement c'est une honte que Polanski soit césarisé, il en est de même pour le réalisateur des Misérables, lui-même condamné. Dans un même registre, hier, l'essayiste Barbara Lefebvre, dans le Figaro Vox, dit de Laj que le réalisateur cultive un rapport ambigu avec la délinquance de banlieue et même l'islamisme. À travers ces parallèles honteux entre Polanski et Lajli, ces pseudo-journalistes, essayistes, polémistes, appelez-les comme bon vous semble, tentent de dénoncer le fameux privilège noir dont jouirait Lajli. Ça prêterait presque à sourire si ce n'était pas si grave. Non, Lajli n'est pas Polanski et Polanski n'est pas Dreyfus. Simplement parce que Polanski n'est pas victime mais coupable. Un coupable qui n'a pas payé sa peine. Alors gardez vos comparaisons obscènes. Tout comme les artistes de banlieue n'ont pas attendu votre soutien, ils n'attendent pas non plus votre reconnaissance. Sachez une chose, votre mépris ou vos fantasmes ne les empêcheront jamais d'aller de l'avant. Alors s'il vous plaît, gardez vos héros, vos modèles, nous gardons les nôtres. Merci Céline Bory pour cet avis tranché, bien tranchant pour le coup. Merci beaucoup. Passons maintenant directement au municipal. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. On accueille aujourd'hui un candidat du côté de Colombes, Patrick Chamovic. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter un peu auprès des auditrices et auditeurs? Qui est Patrick Chamovic? Alors, Patrick Chamovic,
Chamovic. Ouais, d'accord. Oui, j'aurais dû vous demander comment on prononce d'ailleurs. Oui. C'est pas grave. Donc moi je suis militant écologique depuis 20 ans chez les Verts, puis ensuite Europe Écologie Les Verts. J'ai été maire adjoint de 2008 à 2014 à Colombes, et puis je suis tête de liste d'une liste de rassemblement d'écologistes, de partis de gauche, de formations de gauche, de collectifs citoyens et de simples citoyens engagés dans la vie associative. D'accord. Alors vous vous présentez donc à cette élection du 15 mars prochain pour la ville de Colombes. On rappelle que la maire actuelle qui s'est fait d'ailleurs remarquer dans la presse avec des enquêtes qui émanent de quelqu'un qu'on connaît bien ici, de Yasser Louati, pardon, du CJL, qui a fait une enquête sur la police de Colombes. Apparemment, c'est pas la plus tendre, hein. Non, pas vraiment. Oui, on a pu le voir, on a pu le constater. En tout cas, vous pouvez voir cette enquête sur le CJL. Alors vous présentez quelques engagements, notamment un nouvel urbanisme. C'est ce que vous proposez à taille humaine. Qu'est-ce qu'un nouvel urbanisme à taille humaine ? Oh, c'est pas compliqué. Depuis 6 ans, Nicole Goetta, la maire actuelle de Colombes, a autorisé 6000 logements collectifs dans notre ville. Ça veut dire 6000 logements, c'est énorme. 1000 logements par an. Voilà, ça fait, si on ramène ça à l'année. Donc nous considérons que c'est beaucoup trop. C'est parfois beaucoup trop haut. Ça fait de l'ombre, ça gêne les habitants qui sont installés là depuis longtemps, ça gêne même des nouveaux habitants qui sont arrivés depuis quelques années ou depuis quelques mois. Donc nous voulons modifier les règles d'urbanisme pour ne plus permettre cette densification massive. D'accord. Et nous voulons aussi verdir. Alors c'est à la mode, tout le monde verdit aujourd'hui dans ses programmes électoraux, mais nous voulons verdir massivement cette ville, pas pour se faire plaisir, mais parce que on est conscient des enjeux climatiques qui arrivent. Aujourd'hui, quand il fait chaud l'été pendant 3 semaines à 30 degrés, on souffre. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas trop. Il fera 50 degrés et pendant 2 mois, et voilà. Et donc il faut s'y préparer. Et donc il faut anticiper ces phénomènes-là. Donc il faut créer des îlots de fraîcheur, il faut créer des zones d'ombre, et c'est ça que on veut préparer petit à petit dans notre ville. Alors quelque chose qui va intéresser beaucoup de gens et qui va les faire peut-être regretter de ne pas habiter Colombes si toutefois vous êtes élu maire. Pas d'augmentation des impôts. C'est ce que vous promettez, ça ? Oui. Comment vous pouvez aujourd'hui faire ce type de promesses, sachant que vous n'avez peut-être pas tous les éléments des comptes de la ville, peut-être ? Alors, on n'a pas tous les éléments, bien sûr, mais il y a quand même des éléments budgétaires qui sont votés chaque année. Le maire actuel avait comme slogan la non-augmentation des impôts, qui était la continuité de ce qui se passait auparavant, les dernières années du mandat d'avant. Et de toute façon, dans quelques années, avec la fiscalité locale, on voit bien que la taxe d'habitation, la taxe professionnelle, etc., les villes n'ont plus la maîtrise de leur fiscalité. On arrive à une espèce de recentralisation de la fiscalité locale. Donc il va falloir qu'on fasse autrement. Et l'enjeu pour nous, c'est de trouver les marges de manœuvre, parce que Nicole Goetta, pendant 6 ans, a pu faire des économies sur le dos des habitants. Elle a fait des économies sur le dos des habitants en réduisant les prestations aux familles les plus nécessiteuses de Colombes, celles des quartiers populaires, en modifiant les quotients familiaux, en mettant des amendes aux familles si ces familles-là étaient en retard sur les paiements de cantine. Voilà, ce sont des choses comme ça. Elle a réduit les subventions aux associations d'1,2 million en 6 ans. Ah oui, quand même. Le budget du sport, des activités sportives a diminué de 37%, de la culture de 40%. Donc effectivement, Colombes est très bien classée si on prend les ratios classiques de gestion. Par contre, si on prenait des ratios sociaux, Colombes serait à la queue leu à la fin et serait le bonnet d'âne du classement des villes de la même importance. Très bien. Alors, parmi vos 9 engagements, parce qu'il y en a 9, c'est ça, si j'ai bien compté, le bien-être de tous les enfants. Comment vous comptez faire en sorte que tous les enfants puissent être bien et habiter Colombes et être fiers d'y être ? Alors, pour les enfants,
Alors, c'est les enfants et puis les jeunes aussi. Hein. Il y a les questions de scolarité de plusieurs manières. De plusieurs manières, il faut traiter cette question-là. D'abord, en 6 ans, très peu d'écoles ont été remises à niveau. On a toujours dans les quartiers populaires des écoles qui sont extrêmement dégradées, qui n'ont pas été rénovées, qui n'ont pas été entretenues. Et donc, les conditions de travail pour les écoles, pour les écoliers, sont très difficiles et pour les enseignants aussi, forcément. Donc, il va falloir agir et investir de l'argent sur les écoles. Deuxièmement, on va lancer un plan éducatif sur la ville pour harmoniser les conditions de travail des agents communaux, parce qu'on s'aperçoit que selon qu'on est gardien, selon qu'on est ATSEM, c'est-à-dire les personnes qui aident dans les écoles, selon qu'on est animateur aux heures creuses, quand il n'y a pas de classe, eh bien il n'y a pas forcément les mêmes règles, les mêmes horaires, donc il va falloir qu'on mette de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et puis le deuxième élément, c'est aussi le bien-être, parce que, par exemple, et c'est lié à la question écologique, c'est l'alimentation. On voit que des enfants n'ont pas de goûter, on voit que des enfants ne mangent pas bien le midi, donc on remettra du bio dans les cantines et on remettra également, on créera un goûter pour tous les enfants scolarisés en école élémentaire. Cantine gratuite ? Cantine pas gratuite. Non, mais avec un quotient familial qui sera revu sur la base d'un reste à vivre pour les familles. Ça te donne envie d'habiter Colombes, Céline ? Alors moi je suis très attachée à mon 9-4 sans vouloir. En revanche sur le direct on a un habitant de Colombes qui voudrait poser une question à monsieur, et il voudrait savoir ce que vous pensez de la construction des logements privés, parce que lui dit voir la construction de beaucoup de logements privés et très peu de logements sociaux. Donc c'est Mamadou de Colombes qui pose la question. Et on le salue, on remercie d'ailleurs pour sa question. Merci à toi. Bonjour Mamadou et merci. Il y a eu ce que je disais, 6000 logements autorisés par Nicole Goetta, tous en accession à la propriété, ou quasiment tous. On a un taux de logements sociaux de 33% aujourd'hui à Colombes, ce qui est un bon taux de logements sociaux. Et nous, on veut maintenir ce taux de 33% de logements sociaux. Et avec la construction massive de logements en accession à la propriété, il est clair que le taux, mécaniquement, va baisser si on laisse faire. Donc nous, on veut mettre fin à ça, d'abord en revisitant tous les permis de construire qui ne sont pas encore sortis de terre, en rediscutant avec les promoteurs pour qu'ils insèrent du logement social dans leur programme immobilier, et puis en essayant de trouver du foncier nécessaire pour construire des nouveaux logements sociaux, parce que Nicole Goetta a mangé toutes les réserves foncières qu'il y avait pour les vendre à la promotion privée, et ce qui est inadmissible. On parlait tout à l'heure de la police municipale et de cette enquête que vous pouvez lire donc sur le CJL. Qu'est-ce que vous comptez faire en matière de police municipale ? Est-ce que vous comptez réorganiser cette fameuse police municipale ? Alors la police municipale, c'est une police municipale qui est armée. Oui. On a une vidéosurveillance aussi qui s'est développée depuis 6 ans. Nous garderons, les effectifs de la police municipale, mais c'est une police municipale qui joue au cow-boy, où certains de ces éléments jouent au cow-boy aujourd'hui à Colombes. Et du coup, il y a des éléments, on rediscutera avec les policiers municipaux, avec leurs représentants syndicaux également, comme dans toute négociation avec le personnel. Pour que cette police municipale soit beaucoup plus essentiellement une police de proximité qui aille dans les quartiers. Vous voulez la désarmer ou pas ? Pardon ? Est-ce que vous voulez la désarmer ? Non, à ce stade-là, on ne la désarmera pas, parce qu'elle est là avec son armement, et on verra, on va étudier. Il va falloir la calmer, monsieur. On va étudier, parce qu'ils se sont jamais servis de leurs armes, en fait, sauf pour tuer une fois un chien qui était agressif. Non, mais ils sont peut-être jamais servis de leurs armes, mais ils sont très agressifs. Mais ils sont agressifs parce que ils vont dans les quartiers populaires. Ça se fait pas du tout dans les quartiers bourgeois de Colombes, où là les gens se sentent à l'aise parce que les policiers roulent doucement.
regardent tranquillement, etc. Mais quand on va dans les quartiers populaires, ce sont des descentes de police avec les voitures qui arrivent à toute vitesse. Ce sont des injures envers les habitants. Ouais. Ce sont même des injures racistes envers les jeunes. Et ça, vous promettez d'en terminer avec ça. Des comportements inadmissibles vis-à-vis de la population. Donc ça, on y mettra fin. Ça, vous le promettez. Oui, bien sûr. On sanctionnera des gens qui, il y aura des agents. Sanctions et il y aura des consignes et des ordres dans ce domaine-là. Deuxième chose qu'on fera, c'est qu'on va créer également des médiateurs de rue qui n'existent pas aujourd'hui. D'accord. Parce que des policiers, enfin, c'est vraiment, quand on les voit, c'est des Robocop. Hein. Ils sont habillés, voilà, on a l'impression d'être dans un dessin animé parfois. C'est qu'il y ait des médiateurs de rue et puis qui puissent faire vraiment l'interface, le dialogue avec les habitants à certaines heures ou en certains lieux où ces jeunes connaissent les habitants du quartier et peuvent être beaucoup plus utiles que des policiers en uniforme. Patrick Chamovic, c'est ça, hein, on dit Chemovic, voilà, Chemovic, qui est avec nous sur France Maghreb 2. Attendez, faut qu'au bout d'une demi-heure, je vais y arriver. Qui est avec nous, candidat Europe Écologie Les Verts à Colombes, sur France Maghreb 2. Le Grand Paris, parlons-en, le transport, Colombes, est-ce qu'elle est bien lotie ou pas ? Oui, le transport, c'est une ville de banlieue qui est bien équipée. Elle a 4 gares du réseau francilien qui vont avec 2 lignes qui vont sur Saint-Lazare, donc c'est pas mal. Ouais. On a plutôt bien même. J'en connais qui sont moins lotis. Hein Non, faut pas trop se plaindre de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des nouveautés justement avec on a également un tramway qui vient de Besançon, qui va jusqu'à la Défense et même au-delà, porte de Versailles. Ouais. Et il y a un deuxième tramway qui est le prolongement du tramway qui vient de Saint-Denis et qui passera dans quelques années à Colombes pour se prolonger vers Nanterre. Et pas de nouveau métro à Colombes ? Alors il n'y aura pas de métro, non, il n'y aura pas de métro. Mais par contre, cette bonne desserte en transport en commun n'empêche pas beaucoup d'habitants d'avoir 1 ou 2 ou 3 voitures et puis de circuler en ville en voiture et donc à la fois de provoquer des embouteillages et à la fois de polluer notre atmosphère. Oui, parce qu'on rappelle que la pollution tue. Hein. Et la pollution tue et abîme la santé. Il n'y a pas que le corona qui tue. Et génère des problèmes respiratoires, notamment pour les enfants, près des écoles. Vous voulez chasser les voitures du centre-ville ? Donc on veut chasser les voitures de toute la ville. Ah oui, d'accord, vous n'y allez pas à moitié. On veut pas les chasser parce que les gens ont aussi besoin de leur voiture. Quand il faut amener des enfants faire leurs activités sportives ou culturelles, quand il faut aller travailler parce qu'on n'a pas toujours le moyen d'aller en transport en commun à son travail. Mais il n'empêche que nous, on veut développer massivement les pistes cyclables. Il y a quelques petits bouts comme ça qui sont pas reliés entre eux. Donc c'est d'avoir un réseau fort et structuré de pistes cyclables. Donc il y aura des aménagements massifs pendant les 6 années à venir. C'est une bonne question à Patrick Chamovic qui est avec nous sur France Maghreb 2. Alors déjà, je lisais en même temps puisque Mamadou a reposé une autre question. Vous avez répondu à Mamadou avant même qu'il écrive où il disait que Monsieur propose des pistes cyclables, Donc voilà. Comme tout écologiste qui se respecte, ça c'est obligatoire. Voilà. Une question. Pour vous, il y a des alliances qui ont été faites par ELVV d'un point de vue local. Parfois, Europe Écologie Les Verts a fait des alliances avec le PS ou avec la FI. Vous pensez quoi, vous, de ces alliances au niveau local ? Est-ce que c'est le cas à Colombes ? Alors, à Colombes, on a fait une alliance large, c'est un rassemblement assez large, puisqu'on a dans notre rassemblement le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le Parti Radical de Gauche, on a... comment ça s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle. Génération S, bien sûr. Il va être content, Benoît. Il va être content, Benoît, de vous entendre. Voilà. Et donc, on a même été un rassemblement, on s'est même rassemblé très tôt, au mois de septembre-octobre l'année dernière, et on a servi un peu de modèle dans d'autres villes en disant, puisque à Colombes ça s'est fait, pourquoi pas... pas de France Insoumise ? Il n'y a pas de France Insoumise, la porte était ouverte à la France Insoumise, ils ont fait le choix de ne pas venir avec nous. D'accord. Finalement, ils voulaient déposer une liste, leur groupe, ils avaient associé d'autres personnes
qui voulaient appeler quand même à voter pour nous au deuxième tour. Il y a eu un désaccord entre eux. Finalement, ils n'ont pas déposé de liste. Et nous sommes la seule force de gauche et écologiste à nous présenter à Colombes face à plusieurs listes à droite. Oui, vas-y, Céline. Juste, il y a des villes où j'entends... Je m'excuse. Et à côté et pour nous, c'était très important, à côté de ces forces politiques ou ces organisations politiques, il y a énormément de collectifs citoyens ou de citoyens. Et pour nous, c'est essentiel qu'il y ait la représentation citoyenne et que cette représentation citoyenne s'exprime à la fois dans la position dans la liste électorale, mais également demain en responsabilité aussi. Certains candidats, sur le plan local, certains candidats ELV ne disent pas non à une éventuelle union au deuxième tour avec La République En Marche. La question, c'est peut-on être écologiste et être de droite, ou en tout cas s'allier avec La République En Marche? Donc tu entends que La République En Marche est de droite? Ah, c'est pas le cas. Alors, je sais pas, moi, ni de droite ni de gauche, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de nous vendre. La position très claire d'Europe Écologie Les Verts, je ne sais pas pour d'autres, mais la position d'Europe Écologie Les Verts, c'est pas d'alliance avec En Marche. D'accord. Voilà, c'est une ligne rouge que nous avons tracée et nationalement et régionalement. Moi, je suis membre du bureau régional d'Europe Écologie Les Verts, et c'est une ligne de partage qui est claire. Après, il peut y avoir des situations extrêmement particulières. Quand vous êtes dans certaines villes où il pourrait y avoir du Front National, peut-être que là, des alliances pourraient se faire pour éviter que l'extrême droite arrive. D'accord, donc vous fermez pas la porte. Voilà. Dans des cas très très exceptionnels. Mais sinon, nous, par exemple à Colombes, l'accord avec En Marche est une ligne rouge qu'on ne franchira pas. D'accord. Alors une dernière question, quelle sera la première grande décision que vous allez prendre si toutefois vous allez prendre le fauteuil de la maire actuelle pour vous y installer pour 6 ans? Alors, il n'y aura pas de première grande décision, il y aura toute une série de grandes décisions. D'accord. Mais c'est certainement le passage en ville 30, c'est-à-dire que toutes les rues seront limitées à 30 à l'heure, à 30 km/h, toutes les voiries communales en tout cas. Allez. Ça sera une des premières décisions. Pour finir, vous avez 1 minute pour vous adresser aux habitants qui nous écoutent comme Mamadou, d'autres personnes évidemment à Colombes, pour leur dire pourquoi le 15 mars prochain il faut voter Patrick Chamovic. Eh bien, il faut voter pour notre liste qui s'appelle Pour Colombes, parce que c'est le numéro 6 sur la machine à voter, parce que nous avons un triptyque très important qui est l'écologie, j'en ai parlé, mais qui est aussi les solidarités, je l'ai un petit peu évoqué, et aussi la citoyenneté, c'est-à-dire redonner la parole, l'expression, la décision aux habitants, qui a été confisquée depuis plusieurs années. Il faut absolument qu'il peut pas y avoir de développement de la ville, de places des quartiers qui ont été ghettoisés par le maire actuel, et donc il faut redonner un espace politique à l'ensemble des habitants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur catégorie sociale, quel que soit leur quartier. Il faut que l'expression se fasse pour tout le monde. Là, et le quatrième peut-être point, c'est pour lequel il faut voter pour nous, c'est la proximité, c'est-à-dire qu'un maire ne doit pas être dans sa tour d'ivoire loin des habitants, mais il doit être un maire de proximité. Moi, j'ai dit et j'ai écrit que je cumulerai pas les mandats, et donc il y aura forcément une présence des élus et du maire près des habitants. Minute parfaitement timée, ça c'est bon, déjà. C'est bien parti. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, de vous être présenté aux auditrices et auditeurs. Patrick Chamovic. Merci beaucoup. Bonne chance pour le 15 mars prochain, ça approche. Merci, ça approche, et très bientôt. Dans 10 jours, précisément. Demain, on parlera des municipales encore, on sera à Paris et on sera à Crosne, une belle ville d'Essonne, que tu connais, Céline. Pas très loin de chez moi, effectivement. Pas très loin de chez toi, avec Michael Damiati notamment, un maire qui est incroyable parce qu'il s'est présenté pour la première fois en 2014, il a été élu et se représente pour un second mandat. On verra avec lui ce qu'il compte continuer de faire pour sa ville. Merci beaucoup ma Céline. Merci à toi. Demain, grosse émission encore avec encore beaucoup de monde dans les studios. On promet d'avoir chaud avec Tarek Mami, avec Audrey Pronosti et Farid Tamsamani et Anna Guézard-Boicas qui sera là pour les rendez-vous d'Anna. On parlera politique et faits divers demain dans le LGF sur France Maghreb 2. Dans un instant, c'est tout à fait autre chose avec la talentueuse Massa Bouchafa qui sera avec DJ Nabil dans un instant sur France Maghreb 2. Restez bien avec nous. Ça se poursuit avec une nouvelle émission à partir de 20h ce soir avec Fauzi. Pour l'instant, il est 18h02, le journal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les cas de coronavirus augmentent sensiblement en France. 377, 2 nouvelles victimes. On sera à Crépy-en-Valois en début de journal. La commune de l'Oise fait partie des foyers de la maladie. Et vous l'entendrez, les habitants tentent tant bien que mal de mener une vie normale
normale. Et mener une vie normale, c'est aussi aller voter pour les municipales. Le scrutin aura bien lieu selon le ministre de l'Intérieur, même si des mesures seront mises en place. Et puis du foot pour terminer ce journal. Saint-Etienne reçoit Rennes ce soir en demi-finale de la Coupe de France. Les Verts auraient bien besoin d'une victoire pour se donner de l'air dans une saison compliquée. Le coronavirus progresse en France. 377 cas confirmés depuis le début de la crise. 92 nouveaux cas depuis hier. Il s'agit à ce jour de la hausse la plus importante en une seule journée. Le virus a également fait 2 nouveaux morts, portant le total à 6. Un homme de 73 ans qui résidait à Crépy-en-Valois dans l'Oise, l'un des épicentres de l'épidémie. L'autre victime est un homme de 63 ans décédé dans l'Aisne et il serait lié à la chaîne de contamination de Crépy-en-Valois. La commune de l'Oise particulièrement touchée. Elle avait déjà connu 2 victimes. Sur place, plusieurs mesures de précaution ont été prises, comme la fermeture des établissements scolaires ou encore l'interdiction de tout rassemblement public. Malgré une ambiance pesante dans la ville, les habitants tentent de garder le sourire tout en prenant leurs précautions. Écoutez. On fait attention, mais on n'est pas très inquiet. On essaie de plaisanter avec nos amis là-dessus. On essaie de garder un bon moral. On continue à sortir, c'est le temps qui nous fait rester à l'intérieur plutôt. Bon, on essaie de pas quand même trop côtoyer les amis, parce que pas pour nous, mais pour eux, au cas où. On serre pas les mains, on se dit bonjour de loin, voilà. Je me nettoie les mains régulièrement, mais bon, sinon après, moi je serre la main. Voilà, moi je suis pas du tout dans la psychose. Moi, je travaille normalement. Sinon à ce moment-là, faut rester chez soi et puis fermer la boutique. Des habitants de Crépy-en-Valois au micro de Boris Karlamov. Et malgré la hausse des cas, le coronavirus n'affectera pas les élections municipales. Le scrutin aura bien lieu. Christophe Castaner l'a confirmé tout à l'heure après une réunion avec les représentants des maires de France. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Nous devons tout faire en lien avec les municipalités, les maires qui sont responsables des opérations de vote pour que celles-ci se déroulent bien et que les élections aient bien lieu les 15 et 22 mars et que la situation que nous connaissons n'atteigne pas le bon niveau de mobilisation qui est nécessaire pour la légitimité de celles et ceux qui seront élus demain. Nous avons eu des suggestions, y compris d'organisation des bureaux de vote qui nous ont été faites. Il y aura une communication à l'entrée des bureaux de vote sur les bons comportements pour limiter les risques. Il y aura aussi des engagements, notamment des préfets, pour faire en sorte que les communes qui connaîtraient des difficultés pour pouvoir disposer de gel hydroalcoolique à l'entrée du bureau de vote puissent avoir l'appui des préfets. Je donnerai des instructions en ce sens. Maintenir les élections municipales, une décision saluée par le président de l'Association des maires de France, François Barouin. La démocratie n'a pas de prix, selon ses mots. Et en parallèle, une trentaine de chercheurs spécialisés sont réunis autour d'Emmanuel Macron cet après-midi à l'Élysée. Objectif, faire un point sur l'état de la recherche et faciliter les relations entre public et privé pour trouver des solutions rapidement. Également dans l'actualité, plusieurs enquêtes ouvertes après le déraillement d'un train ce matin dans le Bas-Rhin. Un TGV Colmar-Strasbourg-Paris. Dans son dernier bilan, la préfecture fait état de 22 blessés, dont le conducteur du train. Son pronostic vital n'est toutefois plus engagé. L'accident a été provoqué par l'affaissement d'un talus à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Le train roulait alors à 270 km/h. L'Assemblée nationale adopte le volet organique de la réforme des retraites. Les députés ont voté en faveur de ce volet secondaire du projet de loi. Le texte a été adopté par 98 voix pour contre 1. Aux États-Unis, Elizabeth Warren jette l'éponge. Elle abandonne la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle. Elizabeth Warren n'a remporté aucune primaire organisée à ce jour. Le foot, et qui défiera le PSG en finale de la Coupe de France. Seconde demi-finale ce soir, après la large victoire des Parisiens à Lyon hier. Ce soir, Saint-Etienne reçoit Rennes. Avantage sur le papier aux Bretons, 3e de Ligue 1, face à des Verts bien pâles en championnat. L'occasion est belle pour eux d'égayer une saison morose. Les hommes de Claude Puel en rêvent en tout cas. Quand on joue une demi-finale à domicile devant nos supporters, c'est un objectif. Il faut jouer à notre meilleur niveau, préparer ce match, se donner les moyens de le gagner et pas spéculer qu'est-ce que représente ce match. Il faut rester concentré sur ce match et pas les conséquences, pas ce qui peut se passer derrière, positif ou négatif. Saint-Etienne-Rennes, c'est à suivre à partir de 20h55. Et puis 2 départements en vigilance orange inondation, le Pas-de-Calais et la Vendée. C'est la conséquence du passage de la tempête Norberto. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Passez tous une très belle soirée.